Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à notre nouveau webinaire. Comme vous le savez, l'AVGES vous propose régulièrement de faire des webinaires sur des thématiques d'actualité et on a considéré que le contexte lié à l'intelligence artificielle et l'environnement réglementaire qui l'accompagne était un sujet d'actualité. Pas le seul, mais en tout cas un sujet qui mérite qu'on y attache un peu d'attention. Donc, on va avoir la chance aujourd'hui d'avoir deux interlocuteurs, deux éminents spécialistes de ces thématiques, qui sont à la fois tous les deux des spécialistes de ces sujets d'intelligence artificielle, d'enjeux de la donnée, etc., et qui en plus sont des visions complémentaires, ce qui permettra donc de pouvoir partager avec vous les points de vue par rapport aux évolutions réglementaires sur l'intelligence artificielle. On verra ça un tout petit peu plus en détail. D'ores et déjà, quelques questions pratiques. Vous êtes donc en visio, vous n'avez pas la possibilité de parler en direct, mais vous avez la possibilité d'envoyer un chat et de communiquer dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Ça permet d'avoir un petit peu d'interaction. Si vous avez des questions sur ce qui a été dit, vous pouvez aussi avoir des commentaires en fonction de votre expertise, de votre appétence par rapport à ces sujets. N'hésitez pas à les exprimer et on essaiera autant que possible, bien évidemment, d'une part de prendre vos commentaires et puis d'apporter des éléments de réponse à vos questions. Par ailleurs, ce webinaire sera en replay, donc sur les réseaux sociaux, ce qui vous permettra de le regarder à nouveau plus tranquillement. Et vous pourrez également avoir accès aux supports. C'est pourquoi les supports, d'ailleurs, sont assez complets, vous allez le voir. Et l'idée, c'est que quand vous allez les lire après à tête reposée, vous puissiez vous y retrouver par rapport à ce qui aurait pu être exprimé lors de ce webinaire. Alors, je regarde un petit peu où on en est au niveau des participants, voilà, pour qu'on puisse du coup lancer le go par rapport au départ de cette webconférence. Alors, je ne vais pas dévoiler ni le contenu ni les profils de nos intervenants, donc je laisserai se présenter. Nous avons Éric Barbry, par contre, qui n'a pas pu donc se joindre à nous, mais qui sera remplacé par un autre associé éminemment expert de ces thématiques, Charles Bouffier, que je remercie et que je laisserai se présenter, et Laurent Philippe, donc un de nos autres experts. Donc, au programme de ce live d'une heure, donc qui vous est proposé par l'AVGES, l'AVGES, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs ne connaissent pas encore, c'est l'occasion. L'AVGES, nous sommes un organisme de formation et de conseil, une branche conseil spécialisée dans le secteur financier. Donc, banque, assurance, fintech, PSAN, PSP, etc. Depuis maintenant plus de 30 ans. Chacun de nos intervenants prennent un petit peu de temps sur chacun de ces webinaires pour voilà, vous expliquer un petit peu certaines thématiques, d'où notamment certains, notamment comme Laurent Philippe, qui sont susceptibles d'intervenir ponctuellement à la FIES. Donc, revenons maintenant à notre sujet du jour, donc au programme de ce live d'une heure. On essaiera de respecter les horaires. La première question, c'est par rapport à l'intelligence artificielle, pourquoi en est-on à réglementer cette intelligence artificielle, son utilisation? Et nous allons donc faire un focus, bien évidemment, sur l'AI Act. AI, on a retenu cet acronyme AI pour retenir l'acronyme anglo-saxon. Donc de temps en temps, on va parler d'IA, de temps en temps, on va parler de AI Act. Voilà, quelque part, c'est juste, je vous prie de nous en excuser. On a quand même une grosse tendance
tendance à utiliser beaucoup d'acronymes anglo-saxons et à mixer les acronymes anglo-saxons et les acronymes en langue française, donc IA, AI. Mais pour ce webinaire, nous parlerons de AI Act, ce qui ne nous empêchera pas de parler de l'IA de manière plus générale. Donc, pourquoi l'AI Act? On verra ensuite les composantes clés de cette réglementation. Et enfin, comment la mettre en œuvre, les points d'attention, les caractéristiques, avec non pas un retour d'expérience de la réglementation en tant que telle, puisqu'elle est on the way, mais par rapport à la manière dont les praticiens, notamment par l'intermédiaire de Laurent Philippe, voient un petit peu cette réglementation dans les activités au quotidien. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Laurent Philippe. Je vais laisser donc Laurent se présenter et puis introduire ce sujet, situer le contexte, avant, dans un deuxième temps, de laisser la parole à Charles Bouffier. Laurent, je te laisse la parole et je te laisse la main également sur les slides pour pouvoir les faire évoluer en fonction des thématiques que tu vas aborder. S'il y a des questions, des commentaires, etc., donc je reprécise, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Nous sommes vigilants et on essaiera de ne pas oublier ce que vous pouvez y inscrire. Laurent, à toi. Merci beaucoup Béatrice. Bonsoir à toutes et tous. Très content d'être avec vous ce soir pour cette heure dédiée au sujet de l'IA et de la réglementation autour de l'IA. Alors, avant de commencer, effectivement, quelques mots pour me présenter. Donc, Laurent Philippe, moi, aujourd'hui, je suis le directeur technique d'une entreprise qui s'appelle Boost Aerospace, donc spécialisée dans la digitalisation de la supply chain aéro. Donc, généralement assez éloigné des personnes que je rencontre dans le cadre de l'AVGES, mais rassurez-vous tout de suite. En fait, j'ai l'habitude d'intervenir avec l'AVGES parce que j'ai un passé au sein de la Société Générale. J'ai été pendant 8 ans, avant de rejoindre le secteur de l'aéro, employé de la Société Générale, et notamment en montant le Data Lab de l'Inspection Générale de la Société Générale, ce qui me donne effectivement une certaine vue, une certaine expertise sur les sujets relatifs à l'intelligence artificielle, parce qu'ils m'ont occupé pendant un certain nombre d'années dans les dernières années. Alors effectivement, je vais vous proposer, avant d'en arriver à concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans l'AI Act, et ça, c'est Charles qui va vous en parler dans les moindres détails, j'en suis certain. Mais on va redonner un petit peu de contexte là-dedans pour essayer de comprendre d'où ça vient, d'un point de vue des réglementations, et puis quels sont les enjeux, notamment vis-à-vis de l'IA, pourquoi on a besoin de réglementer, et quels sont les principaux objectifs qui sont derrière cette réglementation. Alors déjà, peut-être de se remettre, si vraiment on reprend un petit peu de perspective. Effectivement, aujourd'hui, on en arrive à discuter de l'AI Act, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en termes de réglementation, et notamment autour des sujets de la data, de la donnée en général, ou du moins, disons, du digital, même si on veut aller encore plus loin, de tout ce qui va être réglementation autour du digital, voilà un visuel que j'aime beaucoup utiliser récemment, là, j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps, qui fait un résumé de toutes les directives européennes dans le monde du digital, dans le secteur digital, qui sont en cours, donc soit déjà appliqué, soit en vigueur et pas encore complètement appliqué. Mais ça nous donne vraiment un panorama complet et on voit que voilà, dans nos entreprises, on a quand même beaucoup à faire en termes de nombre de directives et de réglementations qui approchent sur des sujets vraiment très variés. Dans certaines de ces verticales, alors le but n'est vraiment pas de lire chacune des cases, c'est issu d'un document qui est disponible en ligne. Il suffit de retaper le titre là et on le retrouve sans aucun problème. Mais on voit que typiquement, il y a des verticales qui sont dédiées à la cybersécurité. Donc, c'est des choses aussi, vous avez certainement entendu parler, des choses comme NIS, V2E, comme DORA. Voilà, pas mal de choses qui approchent au niveau des réglementations dans ce domaine-là. Les domaines de la data, on va y revenir juste après. Voilà, c'est quand même très large et ça fait pas mal de choses pour nos entreprises à tous les niveaux pour pouvoir se préparer et se mettre en conformité. Donc voilà, le paysage est chargé et donc il est plus que temps, et notamment si on prend l'exemple de l'AI Act, qui est en vigueur depuis quelques mois maintenant, mais qui sera appliqué au fur et à mesure des mois, comme on va le voir dans la chronologie un peu plus tard. En fait, il est largement temps de s'y pencher et de regarder comment on peut consacrer du temps et se mettre en conformité, parce que ça va approcher vite et ça ne va pas être le seul à être mis en place.
Donc, si on rentre un petit peu spécifiquement dans le domaine de la data, de la donnée, que ce soit de l'analyse de données ou du marché de la donnée en général, il y a déjà un certain nombre de réglementations qui sont en vigueur ou qui sont en cours d'apparition et qui nous intéressent en ce moment. Je pense que la plupart, celle que tout le monde connaît, c'est la RGPD, donc le règlement général pour la protection des données, donc les données personnelles. C'est là depuis un certain nombre d'années. Généralement, tout le monde en a entendu parler et voit comment ça a impacté. Et au fur et à mesure, alors 2022, a priori, a été une année importante pour les réglementations autour du digital. Un certain nombre de choses, alors, on en a moins entendu parler, des Digital Services Act, par exemple, qui sont là pour nous aider à faire de la lutte contre les contenus illicites, la transparence sur le fonctionnement des algorithmes, le Digital Market Act pour le cadre équitable sur les relations commerciales, c'est pareil, ça arrive en 2022. Le Data Governance Act, qui est en cas de l'activité des fournisseurs pour l'intermédiation des données. Donc là, vraiment, le côté comment je peux consommer, comment je peux fournir de la donnée. Plus récemment, 2023, et c'en est un où il y a eu pas mal de questions qui se sont posées entre quand l'AI Act est arrivé, pour les professionnels de la donnée, en tout cas, on se disait, mais il y a déjà eu un Data Act, comment ça fait écho, il y a un nouveau AI Act, ça veut dire quoi? Ça va être plutôt sur les algorithmes. Pas forcément facile de toujours s'y retrouver. Lire le document, ça pourrait peut-être faire sourire Charles, mais lire des documents de ces tailles-là, c'est pas forcément évident quand on est juste un professionnel de la data, hein, quand on est dans les algos ou quoi que ce soit. Et donc voilà, donc, le Data Act qui est arrivé en 2023, enfin qui a été voté en 2023, là pour garantir la distribution de valeur, pour ce que ça peut bien vouloir dire, il faudrait bien l'interpréter, à bien en comprendre quelque chose, pour nous amener aujourd'hui, 2024, avec l'apparition de ces AI Acts, dont on va parler évidemment aujourd'hui en détail. Je ne rentre pas plus dans les détails là tout de suite. Il ne faudrait pas spoiler tout ce qui va se passer dans ce webinaire. Donc voilà, même chronologiquement, déjà pas mal de choses autour de la donnée. Mais alors évidemment, vous le savez, la donnée, on l'a dit, hein, c'est l'or noir de la décennie ou des décennies à venir. C'est vraiment l'asset principal de nos entreprises. Donc évidemment, ça demande beaucoup de réglementation. Assez parlé pour l'instant de la réglementation, on va y revenir bien sûr dans un instant, mais avant de rentrer dans les détails, je voulais aussi revenir sur mais pourquoi on a besoin d'un AI Act, à quoi ça nous sert et pourquoi on a besoin d'une réglementation supplémentaire. Je vais juste reprendre quelques exemples d'utilisation de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, d'algorithmes d'intelligence artificielle, dont je pense qu'on a tous et toutes entendu parler à un moment dans les journaux ou peu importe, qui nous ont un peu surpris par leur caractère non éthique. Et ça peut effectivement nous interpeller, on va prendre quelques exemples, et au-delà de ça, de se dire, effectivement, il va bien falloir à un moment qu'on réglemente un peu, parce qu'il risque de se passer des choses dans le cas contraire. Prenons seulement quelques exemples que j'ai listés là. La notion de fake news et de fake people, on peut le voir, alors c'est l'exemple avec la photo qu'on voit sur le côté, il devient, avec des algorithmes aujourd'hui, d'une simplicité incroyable. Incroyable, les outils existent déjà, hein, évidemment, il ne s'agit pas de réinventer des algorithmes, parce que là, c'est déjà un peu plus compliqué techniquement, mais des outils qui nous permettent aujourd'hui de transformer un visage, de transformer une voix, de transformer une façon de se mouvoir. Vous avez toutes et tous vu, je pense comme moi, des vidéos absolument bluffantes sur le net, avec Barack Obama, par exemple. Il y a eu une vidéo qui était assez réputée comme ça, où on voyait que voilà, on pouvait mettre son visage sur nos mimiques. Tom Cruise aussi, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc c'est assez bluffant, mais on dit que si on n'encadre pas ça, n'importe qui peut devenir n'importe qui à court terme. Évidemment, on va parler des deepfakes, des vidéos qui peuvent être utilisées, alors encore une fois, pour donner l'illusion ou alors pour nuire. Et je pense que personne n'a envie d'être d'être touché par une deepfake, hein. C'est-à-dire on se retrouve avec nous-mêmes en train de dire quelque chose alors que c'était pas du tout le cas, et tout ça encore une fois avec une capacité à le faire, à le mettre en œuvre assez simple. Plus compliqué, mais alors le tracking de personnes, ou ce qu'on appelle le scoring social, c'est un petit peu l'image que je vous ai mise aussi, c'est-à-dire qu'avec par exemple de la reconnaissance faciale, vous imaginez avec des lunettes connectées, les Google Lens, là, ce genre de choses-là, où voilà, reconnaissance faciale dans la rue, et puis vous avez un petit score social. On a vu ça dans certains pays, hein.
où ça commence à se mettre en place, et donc du coup, bah, voilà, ça vous donne accès à plus ou moins un nombre de choses. Encore une fois, voilà, un travers de l'IA où on n'est pas certain que ce soit là que l'IA a le plus de valeur dans les années à venir. Un autre exemple, la discrimination. On avait un exemple, par exemple, c'était en 2020 où il y avait quelques articles qui étaient sortis sur Instagram. C'était Instagram qui était ciblé, qui montrait que leur algorithme derrière Instagram mettait plus en avant les photos qui montrent plus de peau. Donc, voilà, forcément, là, on utilisait de l'IA potentiellement pour générer ou pour voilà, montrer plus de peau possible parce que ça mettait en avant les images et c'était mieux vu, donc plus de visibilité, plus de business, etc. Et évidemment, là, avec l'apparition de l'IA générative ces derniers temps, ces dernières années, les exemples de plagiat, évidemment, on peut lui demander d'écrire des livres en entier avec le style de je ne sais quel écrivain. Donc les risques existent, les risques sont importants et il faut les avoir en tête. Donc voilà, autant d'exemples qui nous amènent à réfléchir sur notre usage et l'usage qui nous est proposé de l'IA et le fait de devoir réglementer pour pouvoir pallier à ces petits ennuis. Si on parle de l'AI Act et qu'on fait la transition vers l'AI Act maintenant, avant d'aller dans plus de détails, les principaux objectifs autour de cette réglementation, au cœur de tout ça, et je vais pas y passer beaucoup de temps parce que vraiment je ne veux rien enlever à tout ce que Charles va pouvoir nous apprendre, tout tourne autour de ce qui s'appelle des systèmes d'IA, donc des SIA dans la réglementation. Donc tous les systèmes d'IA qui nous seront proposés ou qui seront distribués doivent être sûrs et respecter les droits fondamentaux des citoyens européens, doivent garantir la sécurité juridique pour faciliter l'investissement et l'innovation de l'IA. Donc là, c'est vraiment une idée quasiment de marché, hein, de faire en sorte qu'on puisse tous se retrouver dans un écosystème où l'IA sert au mieux et qu'on génère un maximum d'innovation autour de ça. L'amélioration de la gouvernance de l'application effective de la législation existante sur les droits fondamentaux. Donc, toujours cette idée de gouvernance derrière et de savoir comment l'utiliser au mieux, ces outils et ces systèmes d'IA. Et puis, quelque chose qu'on retrouve souvent dans les réglementations européennes, la facilitation du développement d'un marché unique. J'ai parlé des Data Act, etc. C'était déjà des réglementations qui essayaient de promouvoir le fait de se retrouver sur un marché et de donner des règles de gouvernance pour nous aider à utiliser au mieux ces différents systèmes. Voilà en quelques mots le pourquoi, le contexte dans lequel on va parler, et je vais passer la main à Charles qui va pouvoir se présenter et nous parler en détail de l'AI Act. Merci Laurent, merci Béatrice pour l'invitation. Bonsoir à tous, je suis ravi de participer à cette discussion autour de l'IA Act. Moi, je suis avocat associé au sein du cabinet Racine, où je co-dirige le département IP-IT Data avec Eric Barbry, que vous connaissez peut-être. Et effectivement, on s'intéresse beaucoup à l'IA Act pour le compte de nos clients, en fait, qui sont d'ores et déjà confrontés à un certain nombre d'exigences sur lesquelles nous allons revenir ensemble dans le cadre de cette présentation. Alors, l'IA Act, Laurent vous en a parlé, ça participe d'un mouvement normatif européen assez dense. On parle d'inflation législative, vous avez déjà beaucoup de textes, mais sur l'IA, l'IA Act n'est pas le seul, puisque vous avez une convention qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies l'année dernière. Vous avez la commission d'intelligence artificielle qui avait remis son rapport au président Macron en mars 2024 avec un certain nombre de recommandations. Plusieurs personnalités qualifiées faisaient partie de cette commission, on en a beaucoup parlé. Et puis vous avez également la convention cadre du Conseil de l'Europe sur l'IA et les droits de l'homme qui a été votée en mai 2024. Donc vous avez déjà un certain nombre de textes et l'IA Act vient s'ajouter à cet ensemble normatif. Il est entré en vigueur en août 2024. Il a pour objectif d'encadrer les risques associés au système et au modèle d'IA. On va revenir sur ces notions, tout en favorisant l'innovation et l'adoption de l'IA dans l'économie. Donc, il doit composer avec ces deux impératifs, encadrement du risque et favorisation de l'innovation. On va voir que c'est pas toujours évident. Et l'approche qui est retenue par l'IA Act, c'est ce qu'on appelle une approche par les risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on va venir définir un niveau de risque associé au système, au modèle d'intelligence artificielle que vous allez soit commercialiser, soit utiliser, et en fonction de ce niveau de risque, prévoir un certain nombre de droits, d'obligations
qui seront associés à cette catégorie. En termes de champ d'application de l'IA Act, retenez, parce que c'est important, Laurent parlait tout à l'heure du RGPD, vous savez que le RGPD s'applique de manière extraterritoriale, c'est-à-dire qu'il s'applique également à des professionnels qui sont situés en dehors de l'Union européenne, à partir du moment où ils cibleraient des utilisateurs situés, eux, dans l'Union. Et bien l'IA Act, c'est pareil. Vous avez beau être situé en dehors de l'Union européenne, à partir du moment où vous allez cibler le marché européen en qualité de fournisseur ou en qualité d'utilisateur, eh bien, vous allez potentiellement être dans le champ d'application du règlement et donc être soumis à un certain nombre de droits et d'obligations. Donc ça, c'est, je dirais, le champ d'application territorial de l'IA Act. Le champ d'application matériel, en fait, à qui s'applique le texte? Eh bien, vous avez là aussi une typologie d'acteurs qui sont définis très précisément dans le règlement. Les principales catégories, ce sont tout d'abord les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est ceux qui développent et mettent en service ou commercialisent des modèles ou des systèmes d'IA dans l'Union européenne. Vous avez les déployeurs sont les utilisateurs, donc les entreprises qui vont adopter des solutions d'IA en interne, qui vont éventuellement améliorer des solutions ou les fine-tuner, les customiser pour les adapter à leurs besoins. Vous avez également des importateurs, des distributeurs de systèmes d'IA, donc là les notions sont suffisamment parlantes, c'est pas la peine de s'appesantir dessus. Et puis vous avez également la catégorie des mandataires, pour justement le cas où le fournisseur serait situé en dehors de l'Union européenne, eh bien, il a l'obligation de désigner un mandataire qui le représente au sein du territoire de l'Union européenne. Voilà les principales catégories d'acteurs qui sont visées par le texte. Toujours dans le champ d'application matériel, à quoi s'applique finalement le règlement? Eh bien, il s'applique à trois catégories je dirais, de solutions. Les systèmes d'IA, les modèles d'IA et les systèmes d'IA à usage général. Alors, le premier, un système d'IA. Qu'est-ce qu'on entend par système d'IA? Eh bien, c'est un système qui va être affecté à une tâche particulière et qui va reposer sur une intelligence artificielle sous-jacente. L'exemple typique, ce sont les assistants virtuels du type de Siri ou d'Alexa. Vous les connaissez depuis longtemps, ils n'ont pas attendu l'IA Act pour faire leur apparition. Mais voilà ce qu'on entend par système d'IA. Retenez que c'est un système destiné à accomplir un certain nombre de tâches en particulier. Autre catégorie prévue par le règlement sur l'IA, les modèles d'IA à usage général. Le plus connu, c'est ChatGPT-4. Et bien là, ce sont des modèles de langage capables de réaliser des tâches variées, qui sont entraînés à l'aide d'un grand nombre de données et qui vont en fait présenter une généralité suffisante pour pouvoir les affecter à différentes tâches, différentes fonctionnalités. Donc si vous voulez, ça surplombe un peu les systèmes d'IA par rapport à ce qu'on vient de voir, et à partir de modèles d'IA à usage général, on peut développer des systèmes d'IA spécifiques, particuliers, avec un certain nombre de fonctionnalités données. Et enfin, vous avez les systèmes d'IA à usage général. Je dirais que c'est une catégorie un petit peu intermédiaire, puisque on est en présence d'une solution qui va être moins générale, moins générique qu'un modèle d'IA à usage général, qui va être déjà finalisé avec une certaine fonction. On applique l'IA à un certain usage, mais on va quand même garder un certain degré de généralité permettant d'adapter finalement le système à différents cas de figure, à différents secteurs, à différentes spécificités. Et donc là, l'exemple typique, c'est celui du chatbot. Le chatbot, c'est en soi une catégorie assez générique, assez large, mais vous allez développer un chatbot spécifique pour le transport ferroviaire, un chatbot spécifique pour le SAV d'un site de e-commerce, etc., etc. Donc autant de solutions d'IA qui sont appréhendées par le règlement. Alors, je vous ai parlé de l'approche par les risques. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que le règlement distingue 4 catégories de risques, du plus dangereux pour les droits et libertés fondamentaux
au moins attentatoires à ses droits et libertés. Donc, la première catégorie, ce sont les systèmes d'IA à risque inacceptable. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, on entend par là un système qui va contrevenir aux valeurs, aux droits, aux libertés fondamentaux de l'Union européenne et qui donc, par principe, vont être interdits. Les SIA à risque inacceptable, ils sont interdits en circulation. L'interdiction sera effective à partir de février 2025. Je vous l'ai dit, hein, le règlement IA a beau être entré en vigueur en août 2024. Il prévoit une entrée en vigueur en réalité progressive par rapport aux droits et obligations qu'il prévoit. Et l'interdiction des systèmes d'IA à risque inacceptable, elle sera effective à compter de février 2025. Donc à partir de cette date, tous les SIA qui seraient en circulation devront être retirés et il sera bien évidemment plus possible d'en introduire d'autres. Et on va voir très vite plus en détail en quoi consistent ces systèmes d'IA à risque inacceptable. Seconde catégorie, les systèmes d'IA à risque élevé. Ce sont ceux qui peuvent avoir une incidence négative sur la sécurité des personnes ou sur les droits et fondamentaux. Par exemple, les logiciels médicaux fondés sur l'IA ou les systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour le recrutement. On voit évidemment que ça peut avoir un impact très concret sur la vie de chacun. Et donc, on va venir les encadrer. On ne les interdit pas, mais on les encadre avec un certain nombre de droits et d'obligations. Troisième catégorie, les SIA à risque spécifique en matière de transparence. Vous les connaissez. Ce sont, je dirais, les systèmes d'IA les plus ludiques qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux, sur Internet ou les applications, typiquement les chatbots ou les applications pouvant générer des deepfakes. Eh bien, on va considérer qu'ils ne sont pas forcément à risque élevé pour les personnes, mais qu'il est important d'être transparent à partir du moment où on les met à disposition, où on les utilise, pour que les personnes qui interagissent avec soient bien conscientes du fait qu'elles sont en présence d'une intelligence artificielle. Et enfin, quatrième catégorie, celle des systèmes d'intelligence artificielle à risque minime, qui est une catégorie résiduelle. Tout ce qui ne va pas dans l'une des autres catégories a vocation à se retrouver dans celle-ci. Ils sont les moins réglementés, les moins encadrés. Ils peuvent être développés et utilisés librement. Typiquement, vous avez les IA que vous pouvez avoir dans des jeux vidéo, les filtres anti-spam, voilà, autant de solutions qui présentent finalement assez peu de risques pour les personnes. Alors, si on s'intéresse un peu plus près à ces quatre catégories, les systèmes d'IA à risque inacceptable qui sont interdits, de quoi on parle concrètement? Eh bien, ce sont typiquement les IA qui ont recours à des techniques subliminales. Typiquement la publicité cachée pour influencer un acte de consommation sans que le consommateur en soit conscient. C'est typiquement une IA à risque inacceptable, c'est interdit. Ou bien encore, Laurent en parlait tout à l'heure, les IA utilisées à des fins de notation sociale, ce que nous ne connaissons pas nous en France, mais que certains pays connaissent, et qui vont du coup classifier les personnes en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles ou de personnalité, et bien ça aussi c'est interdit en France. Ou alors, autre exemple, les systèmes qui permettraient d'inférer les émotions des personnes sur leur lieu de travail, donc qui seraient basés sur la reconnaissance faciale pour pouvoir en déduire un comportement ou un mode de réaction à une situation donnée sur un lieu de travail, c'est également considéré comme un système d'IA à haut risque et donc interdit. Deuxième catégorie, les systèmes d'IA à risque élevé. Alors, le texte nous dit que c'est le cas des systèmes qui sont déployés en tant que composants de sécurité d'un produit couvert par une législation d'harmonisation de l'UE dont la liste figure à l'annexe 1. Donc, je vous fais grâce du détail de l'annexe 1, elle est un peu aride, mais retenez que le texte est très précis sur ces SIA qui sont déployés en tant que composants de sécurité d'un produit donné. Et puis, vous avez à côté de ça une autre catégorie de SIA à risque élevé, visée à l'annexe 3. C'est tout ce qui a trait à la biométrie, les infrastructures critiques, l'éducation et la formation professionnelle, l'emploi, la gestion de la main-d'œuvre et l'accès à l'emploi indépendant, l'accès et le droit aux services privés essentiels,
et l'accès aux services publics et prestations sociales essentielles d'infrastructures critiques. Donc voilà, une nomenclature là aussi assez large, mais à partir du moment où le système bascule dans l'une ou l'autre de ces catégories, eh bien, il va être considéré comme un SIA à risque élevé. Et donc, à partir de là, si vous êtes fournisseur ou déployeur d'un tel système d'IA, vous êtes sujet à un certain nombre d'obligations prévues par le règlement, en particulier des obligations en termes de gestion des risques, de gouvernance des données, d'enregistrement automatique, de transparence, de contrôle effectif par une personne physique qui doit superviser l'IA. Vous allez également devoir être conforme à des exigences d'exactitude, de robustesse, de cybersécurité du système. Vous allez devoir établir une documentation technique. Voilà, autant d'obligations qui sont prévues par le règlement, qui sont assez lourdes, qui impliquent de mettre en place, d'une part, des chartes de bonnes pratiques dans les entreprises, et également une gouvernance de la mise en œuvre du règlement. On y reviendra, je pense, avec Laurent dans quelques minutes. Le corollaire de ces obligations, c'est que vous avez une responsabilité spécifique, particulière, qui est prévue par le règlement et qui va se déplacer tout au long de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que on va partir du fournisseur du système d'IA à risque élevé. On va ensuite s'intéresser éventuellement à l'importateur ou au distributeur de ce système. Ensuite, dans un troisième temps, au déployeur, l'utilisateur, l'entreprise, qui va, elle également, être tributaire de ses obligations et donc responsable en cas de non-respect de ses obligations. C'est aussi également le cas du mandataire éventuel du fournisseur situé en dehors de l'Union européenne. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement qu'en cas de méconnaissance de ces obligations, la personne qui en serait victime, typiquement un salarié de l'entreprise, sur qui ça aurait un impact néfaste, pourra se retourner contre l'un ou l'autre de ces différents intervenants dans la chaîne de valeur du système d'IA en cause. Troisième catégorie, les systèmes d'IA à risque spécifique en matière de transparence. Je vous l'ai dit, ce sont des systèmes d'IA à risque faible qui sont soumis à des obligations de transparence. Concrètement, le fournisseur doit s'assurer que l'utilisateur est bien conscient et informé qu'il interagit avec un système d'IA. Comment? Eh bien, soit via un marquage spécifique qui va l'indiquer, ou alors si le contexte est tel que cela ressort suffisamment du contexte, il sera éventuellement dispensé de ce marquage s'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'évidemment l'utilisateur interagit avec un système d'IA. Il y a une photo qui circulait récemment sur les réseaux sociaux qui avait été générée par une IA, qui était évidemment une photo très réaliste, à cette exception près qu'à la place des mains, la jeune femme qui servait de modèle avait 2 pieds. Là, on n'a pas forcément besoin de préciser que l'image a été générée par une IA, ça va de soi en la voyant. Donc voilà un exemple concret de contexte dans lequel vous allez éventuellement être dispensé de devoir expliquer en toutes lettres par une signalétique que l'image a été générée par une IA. Mais dans les autres cas, vous avez effectivement cette obligation qui s'imposera à vous. Et enfin, la quatrième catégorie de système d'IA, celle qui est dite à risque minime, est assujettie à des obligations qui sont finalement assez peu contraignantes, assez limitées. Le règlement prévoit le respect de codes de bonnes pratiques et des exigences de transparence, mais qui sont beaucoup moins lourdes que celles qui s'appliquent au système d'IA à risque élevé ou soumis à des obligations de transparence spécifiques. Voilà. Donc, cette cartographie, cette classification, elle est un petit peu technique, mais c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est toute la logique de ce nouveau règlement. C'est une approche par les risques, donc je pense que ça va aller le coup de s'y attarder quelques instants. Un petit focus sur les modèles d'IA à usage général. Ce sont des modèles polyvalents, capables d'accomplir de nombreuses tâches dans divers secteurs d'application, mais on considère qu'ils peuvent aussi présenter un risque systémique s'ils remplissent certaines conditions, liées notamment à leur capacité, à leur puissance. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais retenez que pour
les modèles les plus performants, les plus puissants, eh bien, ils vont être considérés comme présentant des risques systémiques et être potentiellement assujettis à des exigences encore plus lourdes, ce qui fait dire d'ailleurs à certains que peut-être qu'on se tire une balle dans le pied avec une réglementation aussi lourde, parce que certains fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne déploieraient pas leurs solutions en Europe compte tenu de ces exigences réglementaires. On se souvient des annonces d'Apple avec les dernières applications qui finalement seront proposées aux utilisateurs européens, mais il y a quand même eu une période d'hésitation pendant laquelle Apple s'est vraiment posé la question de proposer ces nouvelles solutions d'intelligence artificielle générative, et finalement ce sera le cas, mais il y a eu des hésitations. Meta a d'ores et déjà fait le tri entre certaines de ces solutions qui ne sont pas proposées en Europe et d'autres qui le sont. Donc on voit que cette réglementation, elle a quand même un impact très concret sur l'offre finalement qui est faite pour l'utilisateur final européen. Voilà. Est-ce que je peux me permettre, Charles, une question? Est-ce que tu pourrais préciser ce qu'on entend quand même par risque systémique? Parce que en tant que banque, on voit ce que c'est qu'un risque systémique d'un point de vue financier, mais dans le domaine justement de l'IA, que signifie ce risque systémique? Alors, le risque systémique tel que défini par le règlement IA, il est lié à la puissance de calcul associée au modèle d'IA à usage général. Et plus le système est puissant et donc est capable d'une part d'aller vite et d'autre part de traiter un très grand nombre de données en fait pour générer un résultat, plus il est considéré comme étant effectivement susceptible de présenter un risque systémique. Donc c'est une approche très différente de celle qu'on peut connaître en matière de conformité bancaire, hein, par exemple. C'est vraiment lié à la puissance de l'outil, sa capacité à agréger plus ou moins de quantité de données, en fait, des inputs, pour en générer des outputs. Et donc c'est ça, la mesure, la métrique, c'est une notion de capacité, d'ailleurs, dans le règlement, c'est exprimé via une formule mathématique qui reflète la puissance de l'outil. Ok, c'est très clair. Et du coup, j'ai une deuxième question. C'est par rapport aux États-Unis. Qu'ont-ils d'équivalent ou comment sont-ils régulés? Alors, ça va être très intéressant de suivre ce qui va se passer puisque jusqu'à récemment, autrement dit l'élection de Donald Trump, on voyait poindre un mouvement de réglementation finalement un peu semblable à ce qu'on a observé en Europe ces dernières années avec le décret Biden qui était l'amorce d'une réglementation de l'IA. C'est pas comparable à l'IA Act, hein, c'est pas un texte de fond avec un corpus aussi détaillé, aussi précis. C'était beaucoup plus programmatique. Ça donnait une direction, une tendance, mais on voyait clairement qu'on allait vers ça et que donc potentiellement l'IA Act allait faire des émules aux États-Unis et en cela être comparable à ce qui s'est passé avec le RGPD. RGPD, texte européen au départ, très critiqué par le reste du monde, les États-Unis en particulier. Avant de lui emboîter le pas, la Californie, la première, avec un texte qui est un ersatz du RGPD. Donc on a bien vu que finalement, cette exigence de conformité, elle s'était également répandue outre-Atlantique. Là, la difficulté, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais les dernières annonces de Donald Trump et d'Elon Musk, c'est de revenir complètement sur cette réglementation et de l'abroger. Donc c'est très récent, hein, c'est de cette semaine ou de la semaine dernière. Ils ont annoncé qu'ils allaient abroger le décret Biden et donc déréglementer complètement l'IA aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est uniquement une annonce et finalement
ça sera beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre et ça ne sera pas suivi d'effet? Ou est-ce que ça sera suivi d'effet? Il est trop tôt pour le dire. Il faut attendre que l'administration Trump se mette en place. Mais en tout cas, au plan des intentions, ça a clairement été dit et annoncé comme tel. Et si c'est le cas, on se retrouvera véritablement avec une situation radicalement différente entre les États-Unis et l'Union européenne. Et donc, ce sera très intéressant de voir à quel point, finalement, la réglementation peut être un frein ou, au contraire, un catalyseur. On entend les deux. Mais effectivement, si ces annonces sont suivies des faits, on aura un véritable vivier d'expérimentation sous les yeux entre une situation ultra réglementée et une situation complètement déréglementée. Ok, sachant qu'une entreprise américaine qui œuvrerait sur le continent européen serait concernée, si j'ai bien compris. Exactement, c'est l'extraterritorialité du règlement IA dont je vous parlais au départ. À partir du moment où elle cible le marché européen, elle devra de toute façon se mettre en conformité avec le règlement. Ok, c'est très clair. Super, merci beaucoup Charles. Alors on aura sans doute des questions après, mais du coup on va demander à Laurent un petit peu sa vision de quelque part. Est-ce que c'est simple à mettre en place, mais c'est surtout in fine, est-ce que la réglementation répond bien aux objectifs, Laurent, tels qu'ils ont été définis au début de ce webinaire? Alors, effectivement, vaste question. Avant de reprendre, et vu que tu as donné l'exemple, Béatrice, je me disais, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans le chat, ça pourra nous permettre, ça sera un petit peu de temps à la fin, et on voit que voilà, ça permet d'échanger sur ces sujets passionnants. Donc, est-ce que c'est simple à mettre en place? Je pense que rien qu'avec ce que nous a montré Charles, on se rend compte que c'est pas aussi simple qu'on aurait pu l'aimer. En tout cas, si je prends la position, encore une fois, de professionnels de l'IA ou de gens qui développent les fournisseurs, etc., on le voit dans la position des États-Unis. Alors forcément, hein, c'est stigmatisé d'un certain côté, mais on voit que voilà, c'est des choses qui polarisent beaucoup, et donc ça signifie bien qu'il y a des impacts au fait d'arriver à la version finale de cette réglementation. D'ailleurs, si je parle de version finale, Charles en a parlé, il disait bien, ça a été mis en vigueur en août dernier, donc à l'été dernier, mais ça ne sera terminé, appliqué complètement après un certain nombre d'itérations. Et petit à petit, les différents articles, les différents champs d'application de la réglementation vont apparaître. Et donc, c'est ce qu'on retrouve sur cette chronologie qui nous emmène jusqu'à 3 ans après l'entrée en vigueur, donc jusqu'en août 2027, là où on aura l'intégralité des règles qui seront appliquées. Et on voit que petit à petit, un certain nombre de choses vont être mises en application, et notamment, comme le disait Charles, on voyait bien, comme il y a un côté très itératif dans les risques, priorité va être donnée à ce qui est le plus inacceptable, vu que c'est comme ça qu'il le classifie. Et donc ça, très rapidement, les IA classées comme inacceptables vont être tout simplement interdites, et puis ainsi de suite. On va devoir se mettre en conformité sur celles avec à haut risque, et de proche en proche arriver à l'intégralité de la mise en application de la réglementation. Donc on a un petit peu de temps devant nous, mais en fait pas tant que ça, parce que évidemment là où ça va nous intéresser, ça va être sur celle à haut risque. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal d'applications qui sont à haut risque. On aura quand même beaucoup d'IA. Charles a pris l'exemple d'IA embarquées dans des jeux vidéo ou des choses ludiques, des choses comme ça. Ok, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas celle où il va y avoir le plus de vues, en tout cas vis-à-vis de la mise en conformité. Par contre, en fait, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'IA qui vont être à haut risque, parce que c'est là, en fait, qu'est la valeur aussi de l'IA. Hein. Enfin, à un moment, il y a tout un paradoxe là-dessus, mais on cherche aussi des business cases, des cas d'usage, des cas d'application métier, où évidemment, hein, qu'on va aller chercher des données qui ont de la valeur et qui donc, du coup, touchent à des informations qui sont sensibles. Et donc, voilà, on sent que des IA à haut risque, il va y en avoir un certain nombre. Et comme je le disais, ça va être certainement... c'est celle où on va devoir se mettre en conformité le plus vite après les inacceptables. Mais inacceptables, ça va aller très vite. Hein, une fois qu'elles seront catégorisées comme ça, elles sont mises de côté. Donc voilà, il faut tout ça pour dire,
On a peut-être un an et demi devant nous, et encore, ça fait des projets. Et si on met ça en perspective de projets qu'on connaît de mise en conformité dans nos organisations, et si on met ça en perspective de mon schéma du début avec le nombre de mises en conformité qu'on a à faire sur le nombre de réglementations, en fait, il ne faut pas chômer. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait ? Il n'y a pas de miracle, je suis désolé, j'ai cherché, j'ai demandé à des IA de me trouver comment on se mettait en conformité, alors elles n'ont pas trouvé. Hein. Il n'y a pas de grand miracle, on fait ça avec des projets comme on en fait jusqu'alors, avec un certain nombre d'étapes. Le cœur, et c'est intéressant parce que le premier point est certainement celui qui est le plus important. Comme d'habitude, c'est aussi pour ça qu'on passe du temps à faire ce qu'on fait là maintenant, sensibiliser, former les personnes. À savoir qu'est-ce que c'est qu'une IA inacceptable, qu'est-ce que c'est qu'une IA risquée, qu'est-ce que ça fait une IA, pourquoi il faut que je me mette en conformité, sur quel point, etc. Ensuite, il y a des notions extrêmement basiques de gestion de projet. On va désigner un pilote pour faire cette transformation, on va cartographier les différentes IA, les différents systèmes qui utilisent de la donnée pour y mettre de l'intelligence. Seulement au quatrième point, on va intégrer ces principes. Et là, encore une fois, Charles a bien insisté dessus, sur le fait que plus les risques sont hauts, plus le nombre de principes et des points spécifiques de mise en conformité vont s'appliquer. Je me les suis notés, hein, je suis désolé, je ne les connais pas par cœur encore sous tous ces points, mais je voyais que par exemple, sur les systèmes d'IA au risque, on va devoir faire une analyse de risque pour les préjudices potentiels sur la santé, la sécurité, les droits fondamentaux. C'est l'article 9 qui le dit. On va devoir établir une documentation technique, c'est l'article 11 qui le dit. On va devoir avoir des mesures sur la gouvernance de la donnée, la transparence, le contrôle humain, la sécurité, la journalisation, je vais y revenir, qui est un point assez important. On va devoir, la transparence est au cœur aussi de cette réglementation. Donc tous ces principes devront être intégrés et ça veut dire du coup être mis dans des process, dans des gouvernances. Et évidemment, il va falloir les mettre en application. Tout ça, et c'est pour ça que j'ai remis ça sur la partie droite du slide, tout ça est à mettre en perspective, je pense, des 7 principes de fond de ce qui constitue une IA responsable. Et ça avait été établi déjà en 2019. On avait regroupé un groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle qui avait établi une liste de 7 principes déterminant une IA responsable. Et on retrouve vraiment au cœur de l'AI Act ces différents principes. Je viens d'en parler typiquement sur la transparence et l'explicabilité. Alors, on parle beaucoup d'IA explicable, avec des principes mathématiques pour arriver à comprendre et reproduire ce qui se passe dans les systèmes d'IA. Mais typiquement sur la transparence, j'ai parlé de journalisation, on va voir que on verra dans le dernier slide juste après, que pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des utilisateurs, des fournisseurs, des déployeurs, le fait de devoir garder des traces de tout ce qui se passe pour pouvoir communiquer dessus, pour pouvoir rejouer en cas de problème, etc., c'est quelque chose qui est au cœur du système. Et ça, il va falloir l'organiser, évidemment. On en a d'autres, des protections de la vie privée et des données. J'ai parlé du RGPD au début. On retrouve une grande cohérence entre des choses qui existent et qui aujourd'hui font partie de notre vocabulaire. Aujourd'hui, on ne peut plus faire un projet, on ne peut plus faire un accès à une quelconque donnée sans penser RGPD. On a des data officers dans l'ensemble des entreprises. C'est entré dans les mœurs. Et pourtant, quand le RGPD est arrivé, on s'est dit comment on va faire pour se mettre en conformité comme ça. Donc, dans un sens, rassurons-nous, on l'a déjà fait, on le refera. Et ça nous garantit des systèmes de la meilleure qualité possible. Comme je le disais, pour terminer maintenant sur les impacts et pour qui vont avoir ces impacts, je voulais distinguer trois populations. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Je distingue d'un côté les fournisseurs qui, eux, vont, pour l'essentiel, devoir s'assurer de proposer des solutions conformes à la réglementation. Ça va être leur responsabilité principale, même s'il va y en avoir d'autres, j'y reviens tout de suite. Les distributeurs qui font un peu l'intermédiaire entre les utilisateurs finaux et les fournisseurs, ceux qui développent les solutions d'IA, ils vont aussi avoir un certain nombre d'exigences à suivre. Et puis les utilisateurs, nous, en fait, on va tous, je pense qu'on est en grande partie déjà, parfois sans le savoir, des utilisateurs de l'intelligence artificielle ou de systèmes d'intelligence artificielle. Ça ne fera que se renforcer et il y a quand même de bonnes chances que ce soit un peu incontournable dans les années à venir. Donc voilà, si on se place au niveau de ces 3 populations, par exemple un fournisseur, donc je l'ai dit, son principale exigence, c'est de s'assurer que le système qu'il est en train de développer et de déployer ou de proposer en tout cas,
est conforme. Et évidemment, le corollaire de ça, c'est que s'il ne l'est pas, il doit prendre les mesures correctives nécessaires si le système n'est pas conforme. Ça paraît évident, mais ça s'organise déjà. C'est-à-dire qu'il est impacté de cette façon-là. S'il y en a parmi vous qui sont des fournisseurs de SIA, et en fait, même dans des entreprises qui ne sont pas des entreprises tech, il y aura des fournisseurs de SIA, et notamment, si je reprends l'exemple, j'étais dans une banque, à partir du moment où j'ai un système que je vais mettre en face de mon client, je deviens fournisseur. Je ne suis pas juste utilisateur, je deviens fournisseur. C'est-à-dire que du coup, j'ai ce niveau d'exigence qui s'applique à mon entreprise. Si je regarde à un niveau de détail peut-être un petit peu moindre, mais qui prendra du temps à organiser et à mettre en place, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais il faudra mettre en place un système de gestion de la qualité. Il faudra rédiger de la documentation technique conforme à la réglementation. Évidemment, évaluer la conformité par rapport à un certain nombre d'exigences de la réglementation. L'enregistrement automatique des traces, et Béatrice l'a souligné dans le chat, je le remercie, sur la partie les événements de sécurité ou les événements globalement de ce qui se passe dans le système devront être enregistrés. Donc ça veut dire que mon système doit être conçu de façon à ce que ces journaux d'événements, ces journaux de traces là soient générés et gérés automatiquement par le système parce que c'est une exigence de la réglementation. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une mise en conformité de gouvernance. Il y a des aspects techniques, là, il va falloir le développer, ça, il va falloir prévoir des systèmes conformes avec ça. Et ça, c'est des choses à avoir avec des équipes pluridisciplinaires, donc c'est quelque chose à avoir en tête. La transparence, j'en ai parlé. Un dernier point dans les grandes catégories de choses qui impactent l'ensemble des utilisateurs, c'est la notion d'information. Ça veut dire que du coup, bien sûr qu'à partir du moment où je détecte une inconformité ou quelque chose où je détecte que je n'étais pas totalement conforme dans le système que j'ai produit, je vais devoir informer les autorités compétentes en toute transparence, encore une fois, dans le but d'améliorer et d'être conforme à 100%. Okay, donc ça, c'est pour les fournisseurs. Les distributeurs, eux, c'est pas très différent, mais évidemment, ils doivent s'assurer de ne pas pouvoir distribuer un système qui n'est pas conforme. Encore une fois, ça paraît évident, mais autant le dire. Il y a une chose qui est spécifique aux distributeurs, les conditions de stockage et de transport ne doivent pas compromettre la conformité. Donc, typiquement, ça veut tout dire, hein, les notions de transport, la façon de mettre à disposition une IA, on parle de cloud, etc. C'est quelque chose à bien avoir en tête, la façon dont un distributeur pourra partager des systèmes d'IA et se mettre en conformité par rapport à ça. Il y a quand même pas mal de choses, là aussi, au niveau technique qu'il faut vérifier. Et puis, sur les sujets de transparence, s'assurer que, du coup, entre guillemets, le mode d'emploi ou la façon de s'en servir, les process pour se servir du système soient bien communiqués. Il a aussi l'exigence d'information exactement comme le fournisseur. Et enfin, si on se place de la position d'un utilisateur, lui, il a la responsabilité des données qu'il va injecter dans le système. Il faut qu'il s'assure que la façon dont il est en train d'utiliser l'IA, parce que forcément, il peut ajouter de l'information dans une IA, c'est aussi comme ça que fonctionne une IA, avec les données qu'il intègre, il le fait en conformité, que son utilisation ne présente pas de risque par rapport aux exigences de la réglementation, donc il le fait avec une certaine éthique et une certaine responsabilité. Il doit, à son niveau, l'utilisateur, donc évidemment, ça c'est le système qui va lui fournir, mais il doit garder les journaux générés automatiquement, les traces dont je parlais un peu plus tôt là, elles doivent être gardées à son niveau pour les questions de reproductibilité, d'information en cas de divergence, etc. Et lui aussi, enfin, il a l'obligation d'informer le fournisseur si jamais il voit quelque chose qui n'est pas conforme. Je vais m'arrêter là pour se laisser un petit peu de temps pour d'éventuelles questions, mais pour conclure, donc globalement, est-ce que c'est simple pour répondre à la question? Simple, non, mais bon, quand c'est simple, c'est pas drôle. Donc du coup, est-ce que c'est faisable? Oui, je l'ai dit, et bien sûr, il faut s'organiser dès maintenant, mettre en place les projets pour arriver à cette conformité. Dans l'ensemble, il semble assez évident que ça va nous aider à aboutir à des systèmes plus transparents qui nous protègent d'un certain nombre de travers qu'on a déjà vus, que ce soit Charles ou moi, on les a un peu mis en évidence à travers des exemples assez concrets et qui ont déjà pu prendre des niveaux assez hauts. Et je pense qu'une des choses qui est assez forte avec l'IA et avec les choses assez incroyables qu'on peut voir qu'elle fait,
c'est qu'on s'est tous projeté des idées sur des cas d'utilisation qu'on n'aimerait pas voir, en fait, et se dire, dans un sens, ça nous rassure que ce genre de choses puisse se mettre en place. Après, bien sûr, avec le poids que cela a pour nos organisations, toute la gouvernance qu'il y a à mettre derrière dedans. Et puis, si on regarde plus largement, une des choses qu'on entend souvent dire, c'est frein à l'innovation, on veut pouvoir aller très vite, etc. Oui, bien sûr qu'il y a cet équilibre qui existe. On fait le choix en Europe de ces réglementations. C'est difficile de savoir, on verra bien dans quelques années. Si on se rapporte à la RGPD, dans un certain sens, aujourd'hui, j'ai l'impression que le retour on est plutôt content d'être protégé sur nos données personnelles. On pourrait parier que sur l'IA, ce serait à peu près pareil. Il nous reste 5 minutes. Je m'arrête là pour pouvoir laisser quelques questions, en espérant que vous en avez. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Alors, un grand merci, Laurent. Alors, en attendant que peut-être d'autres personnes posent des questions, j'ai une question en fait pour tous les deux. Donc, le mot conformité est revenu quand même un certain nombre de fois. J'ai entendu le mot approche par les risques, traçabilité, voilà, formation, sensibilisation, etc. Donc, on retrouve un peu le même canevas que sur d'autres exigences de conformité. Et du coup, on voit bien que derrière, il y a tout le cortège potentiel de sanctions qui peut arriver déjà. Et il y a quelques slides en annexe, et notamment qu'on n'a pas souhaité mettre dans la présentation pour une question de timing, hein, voilà. Mais notamment que nos deux intervenants avaient fait de manière précise sur le coût des sanctions. Et ma question, du coup, est la suivante. Par rapport justement à ce coût des sanctions, est-ce qu'on va retrouver la même logique quelque part que ce qu'on a vu sur d'autres dispositifs de conformité? C'est-à-dire, on pourrait se faire sanctionner, non pas parce que, sincèrement, on a utilisé l'IA d'une manière non éthique, mais on pourrait se faire sanctionner parce que le dispositif tel qu'il est conçu, il y a des trous dans la raquette qui fait que la probabilité qu'on ait des comportements non éthiques par rapport à l'intelligence artificielle augmente. Est-ce qu'on est dans cette logique ou bien est-ce qu'on sera sanctionné uniquement sur des faits où effectivement il y a quelque chose de non éthique caractérisé? Je ne sais pas qui d'entre vous, peut-être Charles, qui… Juste quelques mots, et puis Laurent, évidemment, tu compléteras. Alors les sanctions, oui, Béatrice, tu fais bien d'en parler. On peut les rappeler parce qu'elles sont quand même substantielles. Je vais les présenter à l'écran, voilà. Pour les systèmes d'IA interdits, en cas de non-respect de la réglementation, c'est jusqu'à 35 millions d'euros d'amende ou 7% du chiffre d'affaires. Évidemment, on retient le montant le plus élevé. Pour toute autre infraction, 15 millions d'euros ou 3% du chiffre d'affaires. Et en cas de manquement aux obligations de déclaration aux autorités, c'est jusqu'à 7,5 millions d'euros ou 1,5% du chiffre d'affaires. Un régime de faveur pour les startups. Enfin, faveur, le terme est peut-être un petit peu fort. On retient non pas le montant le plus élevé, mais le moins élevé. Donc, ils seront contents de savoir que finalement, c'est pas 7% du chiffre d'affaires, mais 35 millions d'euros pour ceux qui marchent bien, puis l'inverse pour ceux qui marchent moins bien. Clairement, on retrouve une logique d'inspiration RGPDienne, si je puis dire, et avant ça, de droit de la concurrence, qui a été la première matière à implémenter ce type de sanctions extrêmement dissuasives, des montants très élevés, on raisonne en pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui explique d'ailleurs que ces sujets soient devenus et dépassé la sphère juridique et soient devenus des sujets de direction générale, évidemment, de direction informatique, parce que le risque est majeur. Donc là, on a vraiment un alignement sur cette logique-là. Ce qui reste encore à déterminer, c'est quelles seront les autorités demain chargées d'appliquer le texte et de le faire respecter. En France, on n'a pas encore désigné des autorités nationales qui vont être chargées de faire appliquer l'IA. La CNIL s'est positionnée, l'ARCOM s'est positionnée, la DLC aussi dans une certaine mesure. Et pour l'instant, on n'a pas encore déterminé quelles seront les autorités compétentes pour le faire et est-ce qu'il sera éventuellement nécessaire de créer une nouvelle autorité ad hoc pour mettre en œuvre le texte. Donc je dirais que c'est un peu difficile et prématuré peut-être de répondre à cette question, Béatrice, mais tout laisse à penser
qu'on prend un peu la même voie que ce qui peut exister en matière de protection des données personnelles, et compte tenu des enjeux très forts de société d'ailleurs attachés à l'IA, je vois pas, j'ai du mal à imaginer que les juridictions ou les autorités administratives seront beaucoup plus clémentes. Donc j'ai peur qu'on ait un petit peu le même type d'appréhension de la conformité et surtout de la non-conformité, et donc qu'on puisse, malgré soi, être sanctionné pour des non-conformités finalement plus objectives que subjectives. Très clair. Laurent, je ne sais pas si tu as un élément à ajouter. Je pense que alors là, je suis absolument d'accord avec Félicia, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, on voit la proximité, elle saute aux yeux, la proximité avec ce qu'on voit pour le RGPD. Effectivement, aujourd'hui, on ne connaît pas, il n'y a pas une agence, disons, de l'IA en France ou même en Europe qui saute aux yeux comme ça pour s'emparer du sujet. On verra ce qu'il fait. La CNIL, effectivement, c'est logique, c'est là qu'elle pense en France sur ces sujets-là. Mais voilà, encore une fois, la proximité avec RGPD fait que on imagine, enfin, on y pense assez souvent ensemble. Mais sinon, non, en complément de ce qu'a pu dire Charles, j'ai pas grand-chose à ajouter. Très bien. Alors, j'ai juste une dernière question, comme je vois l'heure et ça sera ma question finale quelque part. In fine, du coup, c'est une obligation de moyens ou une obligation de résultat? Alors, le texte prévoit beaucoup d'obligations, donc c'est distributif. C'est-à-dire que vous allez avoir typiquement, si on revient sur le calendrier de mise en œuvre de l'IA Act, au février 2025, les systèmes d'IA interdits, ils doivent avoir disparu. S'ils sont encore là, on va considérer que le résultat est non atteint et le manquement caractérisé. Donc typiquement obligation de résultat. Sur les obligations de transparence, on voit qu'il y a déjà beaucoup plus de marge de manœuvre, de marge d'appréciation. Je vous le disais tout à l'heure, on va parfois considérer que ça ressortira du contexte et qu'il n'y a pas forcément besoin d'en dire plus sur le fait qu'on est en présence de contenu généré par des IA. Il y aura potentiellement des divergences d'interprétation sur le point de savoir si c'était suffisamment manifeste ou pas. Et donc là, il y aura peut-être plus de place pour des obligations de moyens. Je pense que tout dépend des obligations dont on discute, et ce sera vraisemblablement précisé au fil de l'eau en fonction des affaires et des cas d'espèce. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il me reste à vous remercier tous les deux, Laurent et Charles, pour vos apports très précis, documentés, illustrés. Voilà, alors ça donne juste envie d'aller creuser plus le sujet, mais en 1 heure, vous avez réussi le challenge de à la fois rendre simple des choses complexes. Donc, un grand merci à vous deux. Un grand merci à tous ceux qui ont été présents ce soir, qu'on n'a pas forcément entendu, mais néanmoins, j'espère que les uns et les autres, vous avez trouvé des éléments intéressants. Vous aurez le replay, vous aurez également les supports qui sont beaucoup plus détaillés que ce que vous avez pu avoir en visuel. Et en tout cas, au nom de l'AFGES, je vous remercie vraiment. Un grand merci également parce qu'on arrive en période de fin d'année. Donc, un grand merci pour votre confiance dans les différents webinaires qui ont pu avoir lieu. Et si nous n'avons pas d'autres opportunités de nous retrouver cette année, alors il nous reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et on se dit à l'année prochaine avec des programmes chargés pour la conformité. Et on espère avec encore un peu d'argent quand même, bien que le spectre des sanctions trouve un nouveau terrain de jeu avec les réglementations sur l'IA. Voilà. Merci à tous et très bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.